Et chaque étape est aussi un moment d'esclavage, de la capture à la liberté. Donc préparez-vous, hein, vous allez tous subir le sort de ces esclaves, donc nus dans des cales de navires négriers, travaillant dans des plantations pendant 3 siècles et demi, 4 siècles. Ce sera sur la place de la Bourse. Vous résisterez un peu, hein, ce sera en haut de la rue de Sainte-Catherine. Il y aura une étape sur la résistance, le métissage, et puis on finira par la liberté. Donc 6 étapes, chaque étape une trace physique, architecturale de l'esclavage et de la traite des Noirs à Bordeaux, et chaque étape un moment d'esclavage, de la capture à la liberté. Voilà. Donc pour les présentations, moi je suis Karfa Diallo, je suis sénégalais d'origine, je vis à Bordeaux depuis 18 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Je suis venu faire des études de droit, de sciences politiques. Je suis tombé un peu dans la marmite de l'histoire bordelaise qui me passionne beaucoup. Sous cet angle-là bien particulier, même si l'histoire plus ancienne, voilà, mais cet angle-là m'intéressait notamment du fait que c'est un angle assez difficile hein, d'un abord, puisque c'est un stigmate finalement, l'histoire d'un crime. Mais vous verrez que ce crime a aussi eu des moments qui ont beaucoup apporté à nos valeurs républicaines, à la liberté et autres. Voilà. Et donc l'association qui fait ces visites s'appelle Mémoire et Partage. C'est une association qui, sous des noms différents, existe depuis 16 ans à Bordeaux. Et avec d'autres associations, elle a été à l'origine un peu de l'ouverture de ces questions, ces pages de l'histoire bordelaise qui ont duré 3 siècles et demi à 4 siècles. Voilà sur les précisions. Alors donc 6 étapes, chaque étape une trace physique, architecturale de l'esclavage et de la traite des Noirs à Bordeaux, et chaque étape un moment d'esclavage. Une précision qui est importante, c'est une précision bibliographique si je peux dire, c'est que cette visite est faite sur la base d'un ouvrage d'histoire qui est fait par un historien qui s'appelle Éric Sogera, qui a écrit en 1995 un livre qui s'appelle Bordeaux-Port-Négrier, aux éditions Cartala. C'est le premier livre, et le seul d'ailleurs, livre d'histoire, qui parle de ces relations très anciennes entre Bordeaux, l'Afrique et les Caraïbes. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, Éric Sogera n'est pas bordelais, c'est un nantais. C'est un historien nantais qui est venu raconter aux Bordelais leur histoire. C'est le premier parmi nous. La faculté d'histoire de Bordeaux a toujours volontairement évité d'aborder ce sujet. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un seul ouvrage écrit par l'université bordelaise, notamment la fac d'histoire. Il y a des ouvrages sociologiques qui ont été écrits pour voir les questions politiques autour de cette mémoire, mais en termes de livre d'histoire, le seul qui jusqu'à aujourd'hui, c'est le livre d'Éric Sogera, Bordeaux-Port-Négrier, aux éditions Cartala. C'est un livre très important parce que ce livre apporte vraiment des chiffres, des dates. Il parle du nombre des armateurs qu'il y a eu à Bordeaux, qui étaient-ils, où ils habitaient, quelles étaient leurs activités. Il parle de la géographie urbaine de Bordeaux, comment Bordeaux bouge, sort de ses murs avec l'accumulation du capital lié à l'activité coloniale. Ce livre parle aussi du nombre de bateaux qui sont partis à Bordeaux, du nombre d'esclaves qui ont été déportés, puisqu'il suffisait d'être un peu curieux pour aller aux archives et pour voir les journaux de bord, les navires, et le nombre d'esclaves qu'ils achetaient, le nombre d'esclaves qu'ils vendaient. C'est un livre très important et c'est sur cette base-là d'ailleurs que cette visite est conçue. Donc ça c'est une précision, disons, bibliographique qui est importante. Il y a d'autres petits ouvrages, mais jamais vraiment écrits par des historiens, par l'université bordelaise. Alors l'histoire dont nous allons parler, c'est l'histoire du commerce triangulaire. Donc la présence africaine à Bordeaux depuis le XVIIe, XVIIIe siècle. L'activité des ports européens en direction de l'Amérique, parce que c'est la découverte de l'Amérique qui va déclencher à la fois l'extermination des Indiens d'abord, mais ensuite l'esclavage des Noirs. L'activité des ports européens en direction de l'Amérique a utilisé 2 voies. Il y a le commerce en droiture. Comme ça, c'est devenu un type chez moi depuis le début de la visite. C'est comme ça. À chaque fois, je me dis non, tu vas pas le faire, c'est pas un puéril, ces trucs à sauter. Mais voilà, je suis un peu. Et à chaque fois, c'est quand le tram passe, voilà, parce que ça me permet de gérer le tram qui passe. Et puis, je rêve d'être un Maasai
je ne suis pas aussi grand que ce monsieur ou que ce monsieur. Je me dis, à force de sautiller, je gagnerai quelques centimètres. Je n'en ai pas encore, de centimètres. Ça fait 2 ans et demi que je le fais. Je n'ai pas vu d'évolution. Donc, il y a deux voies principales par lesquelles les ports européens commercent avec l'Amérique, avec les colons en Amérique. La première voie, c'est ce qu'on appelle le commerce en droiture. Des bateaux chargés des produits de l'arrière-pays bordelais notamment, mais aussi à Nantes, à Amsterdam, à Liverpool. Et ces navires vont directement en droiture en Amérique pour vendre ces produits, le vin, les prunes, les huiles, les cordes, tous les produits dont ont besoin les colons en Amérique. Et ces navires reviennent d'Amérique avec les produits coloniaux, le sucre, le café, le cacao, les épices, le tabac et autres. Le coton. Dans ce commerce en droiture, en principe, l'esclavage n'intervient pas. Je dis bien en principe. En réalité, si. Enfin, il n'y a pas de traite des Noirs. Lorsque ces navires vont en droiture, ils ne passent pas par l'Afrique. Il n'y a pas de traite des Noirs. Par contre, il y a quand même esclavage. Parce que puisqu'il y a des produits qui reviennent d'Amérique, il faut bien qu'il y ait des esclaves qui les produisent. Et pendant longtemps, les historiens bordelais, l'histoire officielle de Bordeaux, c'était de dire oui, nous étions le premier port colonial. Parce que Bordeaux, c'est ça qui est important. C'est le premier port colonial. C'est le deuxième port négrier, c'est vrai, mais c'est le premier port colonial. Et pendant longtemps, ils ont dit ah oui, mais nous, on s'est enrichi grâce au commerce en droiture. Et pas grâce à la traite des Noirs. Ce qui est vrai et faux. Puisqu'il y ait des produits coloniaux qui reviennent, il faut bien qu'il y ait des esclaves qui les produisent. Donc, commerce en droiture. Après, on a le commerce triangulaire. C'est là où, effectivement, l'Afrique intervient, où la traite, le commerce des Noirs intervient, du XVIIIe siècle. Au préalable, avant l'arrivée des Européens sur les côtes africaines, il y avait des circuits qui existaient déjà, des circuits de commerce des hommes. La traite arabo-musulmane a été extrêmement importante et très longue avant l'arrivée des Européens. Les Européens, ils arrivent vers le 15e, 16e siècle. Les premiers à arriver, ce sont les Portugais. Les Portugais sont les premiers à découvrir les côtes africaines. Mais avant l'arrivée des Portugais, des circuits de traite existaient déjà, de commerce des hommes, alimentés par des chefs africains. L'histoire dont nous allons parler, l'histoire de l'esclavage, c'est l'histoire d'une époque de l'humanité. C'est une époque dans laquelle l'esclavage était autorisé, légalisé par la France, par les pays européens, recommandé dans les pays arabo-musulmans et en Afrique. C'est la conception que nous avons des droits de l'homme, c'est une conception très récente. Elle date du XXe siècle en réalité, même s'il y avait déjà des prémices. C'est la révolution, enfin, on en parlera, l'être humain n'avait pas la même valeur qu'il a aujourd'hui. Donc, à partir de ce moment-là, on peut aisément comprendre que les chefs africains n'aient pas été plus vertueux que les chefs européens, que les chefs arabo-musulmans. Et qu'ils avaient eux aussi, puisqu'il existait des empires en Afrique. Avant l'arrivée des Arabes, avant l'arrivée des Occidentaux, des empires organisés, des structures étatiques. Donc qui dit empire, qui dit structure étatique, dit domination, dit violence, dit force. Et à l'époque, ceux qui étaient plus forts que vous, physiquement ou bien plus riches que vous, s'octroyaient le droit de vous exploiter. Donc il existait déjà des formes d'esclavage en Afrique, entre les chefs africains qui, comme tout le monde, aimaient bien que les autres fassent le travail pénible qui les attendait. Donc, traite, esclavage, c'est des systèmes de captifs en réalité, chez les Africains, notamment à l'issue des batailles entre les tribus différentes. On pouvait capturer et exploiter effectivement des esclaves en Afrique. Les arabo-musulmans ont aussi participé à ce commerce-là. La traite arabo-musulmane a été très longue. Elle a duré 14 siècles. Elle a commencé pratiquement au 7e siècle, 7e, 8e siècle, à la naissance de l'islam, jusqu'au 20e siècle. Elle a utilisé deux principales voies. Le Sahara, par les caravanes, qui allaient chercher des esclaves, les acheter ou bien carrément les razzias. Il y avait des razzias dans ce cas-là. Pas dans la traite occidentale. Dans la traite occidentale, il n'y a pas de razzia. En tout cas, les razzias ne sont pas menés par les Européens. Les razzias sont menés par les chefs africains. Dans la traite occidentale. Par contre, dans la traite arabo-musulmane, les razzias pouvaient être menés par des chefs arabes. Et donc, soit par le Sahara, donc les caravanes partaient vers le sud de la Tunisie, vers le Maroc, un tout petit peu l'Algérie, l'Égypte. On peut aller jusqu'en Arabie pour retrouver des Noirs dès le 7e, 8e siècle. Et donc, c'est par ce circuit également qu'on va retrouver des esclaves noirs jusqu'en Inde. En
Inde, encore aujourd'hui, vous avez les Sidi, c'est une communauté de Noirs qui existe en Inde et qui est arrivée donc, pendant cette période de traite arabo-musulmane. Donc le Sahara ou par la mer Rouge aussi. Il y a l'île de Zanzibar par exemple, toutes ces petites îles autour de Zanzibar, ce sont des îles qui sont des îles qui ont été pourvues en esclaves, notamment pour cultiver les épices. Zanzibar, c'est l'île aux épices, l'île au clou de girofle. Et ce sont les arabo-musulmans c'était un sultan arabo-musulman qui gérait cette île et donc qui mettait en esclavage beaucoup de noirs et encore avec d'ailleurs des problématiques contemporaines. Voilà, donc deux voies. Le Sahara donc, pour le Maghreb, vous allez à Gabès en Tunisie, vous allez à Sfax, vous allez même à Djerba, vous avez des populations noires qui sont là depuis très longtemps et qui donc ont été victimes de l'esclavage. La traite arabo-musulmane, donc 14e siècle, donc très long, et puis environ 10 millions d'esclaves ont été déportés pendant ces 14 siècles. En comparaison, la traite occidentale qui a commencé au 15e siècle avec les Portugais, qui s'intensifie vraiment entre le 17e et le 18e siècle, a déporté 14 millions d'esclaves environ, la traite occidentale. Parce que là, on a vraiment la révolution industrielle, un système extrêmement réfléchi, pensé, avec des technologies qui n'existaient pas pour construire des bateaux, pour aménager les cales des navires, pour rendre le système le plus rentable possible. Sur la traite arabo-musulmane, donc au XIVe siècle, 10 millions d'esclaves, elle a aussi généré dans les pays arabo-musulmans un racisme extrêmement tenace. Alors, il y a très peu de métissage, il y a très peu de visibilité de la communauté noire. Ce n'est pas comme ce qu'on a aux États-Unis ou même au Brésil. On parlera du Brésil qui est vraiment un pays très intéressant du point de vue de l'esclavage. Mais la traite arabo-musulmane a laissé très peu de communautés noires visibles dans les pays arabo-musulmans. D'abord parce qu'il y a eu beaucoup de métissage. Les esclaves ont beaucoup été utilisés soit comme eunuques dans les palais et les harems. Il y avait des systèmes de castration qui ont été vraiment terribles en termes de mortalité. Mais aussi, il y a eu beaucoup de concubinage, de mariage, les femmes étaient dans les harems. Donc tout ça a fait que la communauté africaine originaire de l'esclavage est beaucoup moins visible que, par exemple, ce qu'on a aux États-Unis ou dans les Caraïbes, où d'autres phénomènes ont été observés. Donc ça, c'est la traite arabo-musulmane. Nous n'en parlerons pas beaucoup dans cette visite, quoique dès la prochaine étape, vous verrez qu'on a une trace de cette histoire-là. Ah bon. Nous allons parler du commerce triangulaire. Le commerce triangulaire qui commence dès la découverte de l'Amérique pratiquement pour pourvoir en esclaves, donc en main-d'œuvre, les plantations américaines qu'il fallait cultiver. Ce que je vous disais aussi en préalable, c'est qu'avant de mettre en esclavage les Africains, on a mis en esclavage des Indiens. On se rappelle peut-être la controverse de Valladolid, qui était une très grande pièce de Jean-Claude Carrère, qui raconte effectivement une grande discussion menée par l'Église pour savoir si les Indiens ont une âme ou non. Voilà. Il n'en restait plus beaucoup, mais heureusement que Bartholomé de Las Casas est passé par là et qu'il a réussi à ce qu'on décide que les Indiens avaient finalement une âme. Bon. Et qu'à ce moment-là, on se retourne vers l'Afrique, qu'on connaissait moins et qui arrangeait bien les affaires des Européens. Donc, c'est comme ça qu'on commence le commerce triangulaire. Donc, d'abord par les Portugais. Les Portugais sont les premiers à démarrer. Moi, je suis d'origine sénégalaise. Le Sénégal a été portugaise pendant presque 2 siècles, avant de devenir hollandaise, puis anglaise et enfin française. On ne sait pas assez. Donc, les Portugais sont les premiers à découvrir les côtes africaines, tout ce qui est Sénégal, l'Atlantique Sud aussi, le Sao Tomé et Principe, le Cap-Vert. Et les Portugais vont d'abord d'ailleurs exporter leurs problèmes en Afrique. Puisque par exemple, on va retrouver en Afrique beaucoup de juifs portugais, parce que c'était la période de l'Inquisition, pour s'en débarrasser, on en a envoyé certains en Afrique. Au Sénégal, par exemple, la ville de Rufisque, une ville qui était une commune française depuis le 19e siècle, est une commune dans laquelle on a retrouvé une synagogue juive. Dans le sud du Sénégal, dans la Casamance, vers la Guinée-Bissau, vers le Cap-Vert aussi, on retrouve des traces de la présence juive qui est extrêmement ancienne, depuis le 15e, 16e siècle. Et les Portugais, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils pratiquent l'esclavage en Afrique d'abord. La culture de la canne à sucre n'est pas quelque chose qui a débuté en Amérique. Ça a été expérimenté d'abord à Sao Tomé et Principe, au Cap-Vert.
avant d'aller en Amérique. Et les Brésiliens, la principale colonie qu'ils avaient, c'est le Brésil. Et le Brésil est effectivement le pays le plus intéressant sur l'histoire de l'esclavage. Parce que c'est là où l'esclavage a été le plus durable. Comme je vous ai dit, dès le 15e siècle, on commence à exporter des esclaves vers le Brésil. Et c'est là où il a été le plus durable aussi, le plus massif. Puisque sur les 12 millions d'esclaves qui ont été déportés par le commerce triangulaire, par la traite négrière occidentale, presque 5 millions ont été déportés au Brésil, essentiellement au Brésil. L'Amérique du Nord, qu'on connaît le plus, où il y a une communauté noire très visible, très influente, en Amérique du Nord, il y a eu à peine 700 000 esclaves qui sont partis. Et c'est eux qui ont donné, parce que en Amérique du Nord, on avait des petites plantations d'esclaves qui ont pu s'organiser d'une façon différente. Et la culture américaine, qui est une culture anglo-saxonne, qui favorisait l'existence des communautés, n'est pas la même que la culture brésilienne. Où en fait, on a eu une sorte de métissage, une sorte de ce qu'ils appellent la démocratie raciale. Le Brésil a pendant longtemps monté vraiment le métissage. Ce qui fait que la communauté noire est encore importante, mais elle est beaucoup moins visible que ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, donc traite arabo-musulmane, traite occidentale, donc qui commence par les Portugais, ils sont aussitôt suivis par les Anglais, par les Hollandais, par les Français, par les Espagnols aussi, par les Danois. Donc on a toute une compétition européenne qui se met en place autour du commerce des esclaves, qui était légal. La seule différence que nous avons aujourd'hui, entre aujourd'hui et à cette époque-là, c'est qu'aujourd'hui l'esclavage est interdit, c'est illégal. Alors qu'à l'époque c'était autorisé. C'était autorisé notamment en Europe et dans la traite occidentale parce qu'il y avait ce qu'on appelait les codes noirs. C'était des textes juridiques qui étaient votés, qui étaient décidés. Et dans ces textes juridiques, que la plupart des pays européens ont édictés, l'esclave est un bien meuble, c'est une marchandise. L'article 44 du Code noir français, c'est ce qu'il dit. Et c'est d'ailleurs la grande différence entre les différentes formes d'esclavage liées au commerce des Noirs. Puisque chez les Arabo-musulmans comme chez les Africains, l'esclave, le captif, il reste un être humain. On ne le déshumanise pas. Il reste un être humain. Moins fortuné, moins chanceux, bien sûr, mais il reste un être humain. Le traitement n'est pas le même. Chez les Occidentaux, on a poussé le vice jusqu'à dire que c'est un bien meuble et c'est une marchandise. Alors, après, c'est en référence au servage qui existait en Europe. Le servage, le cerf, il est rivé, c'est un immeuble. Il ne bouge pas. Il appartient au seigneur. Il ne bouge pas, il appartient à la terre du seigneur. Alors que le meuble, le bien meuble, c'est un bien qu'on peut céder. Et l'esclave est un bien meuble, donc puisqu'on peut le céder, il est meuble. Voilà. Mais il y avait quand même derrière, effectivement, un sentiment de racisme, du fait que ce pas des êtres humains. De la même façon que les Indiens n'étaient pas des êtres humains, et les Africains, ça arrangeait bien, en tout cas pendant un certain temps, qu'ils ne soient pas des êtres humains pour soulager la bonne conscience occidentale. Mais ça, c'est la différence fondamentale qu'on a entre les différentes formes d'esclavage liées à cette époque-là. Alors, deux formes donc, commerce en droiture, commerce triangulaire. Dans le commerce triangulaire, en France, on a Nantes qui est le premier port négrier, c'est-à-dire qui est le port qui a armé le plus de navires pour faire le commerce triangulaire, le commerce des Noirs. 1700 bateaux ont été armés par les navires nantais. C'est énorme, c'est beaucoup, 1700 navires. Entre la traite française, elle démarre vraiment au début du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle. Parce que l'esclavage va être aboli définitivement en 1848. On y reviendra tout à l'heure sur l'évolution des droits et de l'abolition. Mais fais sautiller avec moi, c'est ça veut dire. Ça détend. Donc Nantes commence, 1700 navires sont partis des rives de la Loire pour déporter entre 400 000 et 500 000 esclaves. Aussitôt suivi par Bordeaux, qui est le deuxième port négrier français au XVIIIe siècle. 500 navires ont fait le commerce triangulaire. Mais Bordeaux était le premier port colonial, à la même époque. Comme port colonial par le commerce en droiture, si vous avez bien suivi. Donc c'est pas la même chose, vous imaginez 500 navires rien que pour le commerce triangulaire. On ne peut pas imaginer le nombre de navires qui sont partis par le commerce en droiture. C'est énorme pour être premier port colonial. Ça veut dire qu'ils ont fait 2 fois plus que Nantes
sur l'envoi des navires. Donc 500 bateaux sont partis des rives de la Garonne pour faire le commerce des Noirs. Et on sait combien de fois, excusez-moi de vous interrompre, on sait combien de voyages ont fait ces bateaux, ces 500? C'était pas des voyages uniques, je suppose. Non, ce n'était pas des voyages uniques. On peut le savoir effectivement. Ouais. Dans le livre d'Éric Sogera, il en parle. Il en parle du nombre d'expéditions. Oui. Bon, il faut dire qu'un circuit triangulaire était long. Au minimum, ça a duré 1 an pour que le navire revienne à Bordeaux. Parce que les navires, ils partent de Bordeaux, ils vont en Afrique. En Afrique, ils achètent des esclaves. Ils vont en Amérique pour vendre les esclaves et pour vendre les marchandises bordelaises. Et ils revenaient d'Amérique avec les produits coloniaux. Donc c'était très long. Rien que pour faire les côtes, entre les côtes africaines et les côtes américaines, si la mer était calme, ce qui était rare à l'époque, avec les moyens de navigation de l'époque, il fallait 4 semaines pour faire les côtes africaines et les côtes américaines. On parlera d'ailleurs de la traversée du milieu. La traversée du milieu, on en parlera tout à l'heure. Voilà, à la deuxième étape, c'est que d'être dans la cale d'un navire négrier pendant les semaines de la traversée. Donc notre premier port, aussitôt suivi par Bordeaux, La Rochelle, très rapidement aussi, autour de 400 bateaux. Le Havre aussi, on ne s'imagine pas, mais Le Havre a été un port négrier très important. Il n'en reste plus peu de traces aujourd'hui au niveau de l'architecture, puisque contrairement aux Bordelais qui ont souvent collaboré quand il y a eu des guerres, et donc ils se sont gardés, qui ont préservé leur beau patrimoine, ben les Havrais, ils ont été bombardés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui fait que toute l'architecture du 18e, qui était très belle, a été totalement rasée. Il reste quelques traces, mais elles sont vraiment très minimes. Marseille aussi, j'en parlais avec l'ami là tout à l'heure, Marseille a été un port négrier. Pourtant, l'accès à l'océan, Bordeaux, il faut 100 km pour aller à l'océan. Entre la Garonne et l'océan, il faut 100 km. À Marseille, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long, mais ce commerce était rentable. Et à Marseille, on a 80 bateaux qui sont partis des rives de la Méditerranée pour faire le commerce triangulaire et la traite des Noirs. On a aussi d'autres petits ports, comme Rochefort, pas loin de chez nous. On a Bayonne, pas loin de Bordeaux aussi. On a Honfleur, on a Dunkerque, on a Saint-Malo, on a Rouen. Donc on a vraiment une activité extrêmement importante de ports qui s'investissent dans le commerce triangulaire seulement. Après, il y a bien entendu le commerce avec l'Amérique qui était très important. Bien. Alors, sur le commerce triangulaire, vous pourrez me dire aisément, mais pourquoi il y avait des Africains à Bordeaux au XVIIIe siècle? Pourquoi on en retrouve certains au Fort du Ha? Parce que vous avez là, c'est une tour qui reste d'une prison qui existait au XVIIe, XVIIIe siècle, et c'est une prison, bien sûr, qui servait à emprisonner différentes sortes de malfaiteurs, mais quand même on a retrouvé un certain nombre d'Africains dans cette prison au XVIIIe siècle. Alors, parce qu'en principe, la terre de France est une terre de liberté. Et les esclaves africains n'étaient pas destinés à la métropole. Ils étaient destinés aux plantations coloniales en Amérique. Mais au fur et à mesure, on va en voir arriver un certain nombre ici à Bordeaux, en métropole d'une manière générale, malgré le fait que c'était interdit. Puisque dès le XIIe, XIIIe siècle, il y avait un édit royal qui faisait de la terre de France une terre de liberté. Il suffisait de poser ses pieds sur la métropole pour être aussitôt libre. Seulement, les colons bordelais, parce que Bordeaux, deuxième port négrier, premier port colonial, non seulement en termes de volume des exportations en direction de l'Amérique, mais aussi en termes de possession de plantations coloniales. Ils ont beaucoup de plantations coloniales, essentiellement à Saint-Domingue. On en parlera tout à l'heure d'Haïti. Haïti a fait une partie de la fortune bordelaise. C'était la perle des Antilles au XVIIIe siècle. Donc, la présence des Bordelais dans les colonies va créer ce qu'on appelle une culture créole. Et cette culture créole va se diffuser dans la plupart des ports négriers français. À Nantes, à La Rochelle et au Havre, les colons qui ont des plantations ou bien les capitaines des navires qui connaissent le mode de vie dans les colonies, qui aimaient se faire servir par des domestiques, avoir des nounous pour les enfants, vont commencer à faire venir des Africains, des Antillais la plupart du temps, majoritairement. Les Noirs qu'on va retrouver à Bordeaux, à Nantes, à La Rochelle et au Havre sont des Antillais, ils viennent des Antilles. Quelques-uns viennent d'Afrique, mais très peu. Dans les recherches, par exemple, moi j'ai retrouvé le fils d'un chef africain que le chef africain a confié au capitaine, qui a vendu sa cargaison d'esclaves, mais qui en plus a confié son fils au capitaine de navire pour lui dire, bon lui tu le ramènes en métropole. Voilà.
Et effectivement, on va avoir très peu d'Africains au XVIIIe siècle qui sont en métropole. La plupart du temps, ils viennent des Antilles. Ce sont les maîtres qui les ramènent à Bordeaux pour leur faire apprendre un métier, soi-disant. Hein. Parce que c'était interdit, donc ils trouvaient plein de prétextes pour justifier leur présence ici. Hein. Mais en réalité, ils ne changeaient pas de statut. Ils restaient des esclaves, la plupart. Ils restaient des esclaves. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de légendes dans l'histoire bordelaise. Je ne sais pas si vous connaissez l'île de Trompe-l'Eau. C'est une île qui n'est pas loin de Pauillac, qui est en face de Pauillac. Et en fait, d'après, voilà, il paraîtrait que certains navires qui voulaient dissimuler la présence des Noirs à leur bord, qui voulaient amener, pouvaient les déposer là-bas en attendant d'aller les récupérer par d'autres moyens. Vous allez à Bacalan, par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a un retraité de la Lyonnaise des Eaux qui est venu me dire qu'il y avait à Bacalan un égout qu'on appelait l'égout aux esclaves, par lesquels on ferait passer des esclaves pour les dissimuler aux autorités, au niveau du port. Donc c'est une activité qui n'est pas légale mais qui est tolérée. Et on va retrouver d'ailleurs beaucoup d'Africains qui vont se baptiser à Bordeaux, beaucoup d'Antillais au XVIIIe siècle. Il y a l'église Saint-Nicolas, était l'église où on a retrouvé le plus de baptêmes d'esclaves africains. C'était des esclaves, ils restaient esclaves. Voilà. Donc la plupart servaient comme des domestiques, comme des nounous, comme des nourrices, hein, comme certains apprenaient effectivement un métier comme artisans ou autres. On a même certains qui exerçaient des activités industrielles. Hein, pour ceux qui habitent Bordeaux et la région, vous connaissez peut-être le vinaigre tête noire. Si ça vous dit quelque chose, oui, ça se vend dans tous les supermarchés de Bordeaux. C'est un vinaigre qui est assez joli, avec d'ailleurs un visage, si on regarde bien, c'est un visage de noir. Et c'était un noir qui le vendait au XVIIIe siècle à Bordeaux. Et qui avait son auberge pas loin du musée d'Aquitaine, sur la rue des Airs. C'était l'auberge de la Tête Noire. C'est un vinaigre qui continue d'être vendu par un liquoriste qui s'appelle Père Péza, qui se trouve en Dordogne. Voilà. Mais aucune mention n'est faite sur le site internet de la ville, enfin de la société, que ce vinaigre était vendu par un noir au XVIIIe siècle. C'est un héritage direct. Il était toujours esclave quand il était... Non, il n'était pas esclave. Il avait été affranchi. Il y avait aussi des systèmes d'affranchissement qui pouvaient exister. Hein, tout le monde n'avait pas le même statut. La plupart de ceux qui se retrouvaient au Fort du Ha en prison, pourquoi d'ailleurs il va y avoir ce qu'on appelait les dépôts des Noirs. C'était une prison qu'on appelait dépôt des Noirs. C'est-à-dire qu'on va voir arriver de plus en plus de Noirs, d'Antillais ou autres, et certains, par mauvais traitement, par maladie, vont se mettre à traîner dans les rues. Et ça va justifier la mise en place d'une police des Noirs en 1777, une brigade spéciale dont la mission était d'interpeller les Noirs qui traînaient dans les rues, à Bordeaux, à Nantes, à La Rochelle, au Havre. C'était vraiment une réglementation nationale pour les mettre en prison ou bien pour les ramener chez eux. Mais la plupart restaient nourrices, restaient domestiques dans les maisons bourgeoises et des maisons des nobles bordelais. On a aussi des Noirs qui ont joué un certain rôle à Bordeaux au XVIIIe et même au XIXe siècle. On a le fils de Toussaint Louverture. On en parlera tout à l'heure, parce que Toussaint Louverture, quand il est arrêté par Bonaparte en 1802, il est déporté au Fort de Joux, il passe par Bordeaux, et il est amené au Fort de Joux, vers Pontarlier là-bas. Et à Bordeaux, il laisse ses deux enfants, qui étaient adultes, Isaac Louverture et Placide Louverture. Isaac Louverture va vivre au 52 rue Fond-de-Neige pendant très longtemps. Il est mort même au 52 rue Fond-de-Neige. Il est enterré au cimetière de la Chartreuse. Isaac Louverture était un notable, parce que son père était quand même le fondateur d'Haïti, la première république noire. Il avait de l'éducation, et c'était quelqu'un qui a joué un certain rôle social dans la ville. On a aussi un autre Antillais qui s'appelle Edmond Dédé. Edmond Dédé est un compositeur de musique qui va diriger le conservatoire de l'Alcatraz. C'est un conservatoire qui se trouvait sur la rive droite, sur la place de Stalingrad. Et il a dirigé ce conservatoire pendant une vingtaine d'années. C'était un Antillais. On a aussi un autre caribéen, aussi on peut dire un cubain, un esclave cubain, qui s'appelait Rafael Padilla, et qui est plus connu sous le nom du clown chocolat. Il y a Toulouse-Lautrec qui a fait un dessin du clown chocolat. C'était une des premières stars noires du 19e siècle. Parce qu'il faisait un duo de comique avec un blanc qui s'appelait Foutit, qui avait beaucoup de succès sur la place parisienne. Et il est venu finir sa vie à Bordeaux. Bon, dans la misère, malheureusement. Il est enterré au cimetière protestant de la rue Julaï. Il y a d'ailleurs un film qui est en train de se préparer avec Omar Sy,
je crois l'année prochaine, sur l'histoire du clown chocolat. Qui est une histoire assez fabuleuse quand même dans l'ancien esclave. Voilà. Donc on a cette présence des Africains, des Antillais et de certains Africains dès le XVIIIe siècle à Bordeaux. Et donc un certain nombre se retrouvaient là au Fort du Ha parce que les autorités avaient été gênées par leur vue. On a un dernier usage de ces... On va en finir là. De ces Africains. Alors cette étape est un peu plus longue que les autres parce que c'est un peu pour situer un peu les choses, donc voilà. Mais les autres seront un peu plus courtes, je vous rassure. Donc on a un dernier usage à Bordeaux des Africains ou des Antillais, c'est ce qu'on appelait les négrillons ou les négrites. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Dans certains musées, vous pouvez voir des femmes avec des enfants, des portraits de femmes avec des enfants et des colliers autour du cou. Vous avez déjà vu ça? Non? C'est un peu comme d'avoir son Yorkshire aujourd'hui. À l'époque, une certaine noblesse, une certaine bourgeoisie aimait à se pavaner avec des petits-enfants. Voilà, c'était leur animal de compagnie. On appelait ça négrillon ou négrine. Et d'ailleurs, au musée d'Aquitaine, si vous avez vu, parce qu'il y a une expo au musée d'Aquitaine, vous en parlerez à la dernière étape. Vous verrez, hein, il y en a des portraits comme ça. Et pour la petite histoire, il y a une dame de la grande société bordelaise, Baronne, je pense que c'est la même qu'on retrouve au musée d'Aquitaine, qui avait un négrillon. Vraiment, c'était son préféré, quoi. Tout le monde le savait, elle en a eu plusieurs. Mais celui-ci, comme on disait à l'époque, c'était son favori. Voilà. Bon, le temps passant, il arrive ce qui arrive quelquefois aux femmes. Elle tomba enceinte. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Vous êtes d'accord? Ouais. Au bout de 25 mois, elle accoucha. Je voulais voir si vous suivez. Elle m'a crié aussitôt. Elle dit, voilà. Bon, au bout de 9 mois, bien sûr, elle accoucha. Et elle accoucha d'un petit garçon. Alors, toute la bonne société bordelaise va, bien sûr, se pâmer d'admiration devant le landau de cette innocence, n'est-ce pas? À la surprise de tout le monde, le bébé était tout marron. Comment est-ce possible? Comment tu as pu donner naissance à un enfant de cette couleur? Elle dit que c'était à force de manger du chocolat que cet enfant était tout marron. Voilà, vous voyez qu'il y a de quoi en rire. On va aller vers notre prochaine étape, Andiam. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser entre les étapes.